Nous allons maintenant écouter Neve Gordon qui travaille sur la violence en Israël et en Palestine. Après avoir enseigné à l'université Ben Gurion pendant 7 ans, il a rejoint l'école de droit de l'université Queen Mary de Londres. Il est professeur de droits humains et droit humanitaire international et il est expert de l'occupation israélienne de 2008 et il a travaillé avec Nicolas Pereguini sur l'ouvrage intitulé « Bouclier humain ». Votre présentation s'intitule « Bouclier et génocide à Gaza ». Vous avez 20 minutes. Merci. Merci à tous et à toutes d'assister à cette conférence aujourd'hui. Merci au professeur Fassin d'avoir organisé cette journée. Je vais prendre une demi-heure pour vous parler d'un seul article du droit international qui traite de la question des boucliers humains. Et c'est pour moi l'un des articles clés dans la défense d'Israël. Et ça l'était dans les audiences préliminaires, mais il me semble que ce sera vraisemblablement la ligne de défense d'Israël. L'utilisation effective de civils comme boucliers humains et les efforts d'Israël pour présenter les civils et les structures civiles comme des boucliers humains ont joué un rôle central dans l'application et la justification de la violence à Gaza, au moins depuis 2008. Après le 7 octobre 2023, Israël a introduit 3 nouveaux processus liés aux boucliers humains. Le premier consiste à forcer les civils palestiniens à revêtir des uniformes militaires et à les envoyer dans des tunnels souterrains pour servir de boucliers humains. Le deuxième consiste à présenter pratiquement toutes les structures civiles comme des structures boucliers. Et le troisième consiste à invoquer les dispositions relatives aux boucliers prévues par le droit international humanitaire pour accuser toutes les personnes et toutes les structures situées au-dessus du sol à Gaza d'être des cibles militaires légitimes. En fin de compte, toutes ces différentes formes de boucliers, et notamment les accusations de boucliers, plutôt que l'acte réel de bouclier, sont devenus des outils qui permettent de perpétuer le génocide et de présenter le génocide comme quelque chose de légitime. Avant de décrire ces 3 processus, permettez-moi de dire 2 mots sur les boucliers humains. Le droit international définit les boucliers humains comme suit. C'est la présence ou les mouvements de populations civiles ou de civils individuels qui ne peuvent être utilisés pour rendre certains points ou zones à l'abri d'opérations militaires, notamment dans le but de protéger des objectifs militaires contre des attaques ou de protéger, favoriser ou entraver des opérations militaires. L'utilisation de personnes protégées telles que des civils, des prisonniers de guerre en tant que boucliers humains est, selon le droit international, un crime de guerre. Mais la loi stipule également que les boucliers humains ne font pas qu'une cible militaire légitime est à l'abri d'une attaque. En d'autres termes, il est illégal d'utiliser des personnes comme boucliers humains, mais il n'est pas toujours illégal de les tuer. De plus, comme il est illégal d'utiliser des civils comme boucliers humains, une partie belligérante qui tue des boucliers humains peut en attribuer la responsabilité à la partie qui les utilise comme bouclier. Si je force un civil à devenir mon bouclier et si vous le tuez, c'est moi qui suis responsable de la mort de ce bouclier plutôt que vous qui l'avez tué. La logique ici, c'est que l'utilisation illégale de civils comme bouclier, ce qui déclenche des interactions qui conduisent à leur mort, et que
la bombe qui les a tués n'était qu'un effet de leur utilisation illégale initiale en tant que bouclier humain, et la responsabilité est attribuée à l'action illégale initiale. Cela veut dire que l'accusation d'utilisation de civils en tant que bouclier humain peut être utilisée non seulement pour attribuer la responsabilité à l'une des parties belligérantes, mais aussi pour exonérer l'autre partie belligérante qui, effectivement, tue des civils. Autre chose importante, quand on réfléchit au bouclier humain, Nicolas Perrogini et moi-même avons mis en évidence la différence entre boucliers animés et inanimés. Les boucliers fonctionnent comme des outils défensifs, mais d'une manière profondément différente des boucliers inanimés tels que mines terrestres ou missiles antiaériens pour protéger un aérodrome. Les êtres humains choisis pour servir de bouclier sont des êtres incarnés de chair et de sang et peuvent facilement être tués. Un corps humain devient un bouclier parce qu'il est vulnérable. Et donc la vulnérabilité associée au statut de civil vise à produire un effet dissuasif pour l'adversaire. La distinction entre les deux types de boucliers apparaît dans une infographie élaborée par Israël en 2014. Le Hamas protège ses armes avec des boucliers humains, ce qui crée une division civilisationnelle entre Israël, la civilisée, et la Palestine barbare. Tout cela parce que le Hamas utilise les civils comme boucliers humains. Mais cela souligne également la distinction entre boucliers animés et inanimés. Contrairement au bouclier inanimé qui est finalement conçu et produit pour protéger la vulnérabilité humaine en temps de guerre, dans le cas des boucliers humains, la vulnérabilité elle-même devient un moyen de protection. Le tableau de George Wesley Bellow intitulé « La barricade » et qui a été peint en 1918 et qui s'inspire de l'utilisation de boucliers humains par les Allemands en Belgique au début de la Première Guerre mondiale semble suggérer que face à des boucliers vulnérables, une certaine obligation morale doit émerger et que cette obligation a pour but de dissuader les belligérants d'attaquer une cible défendue par de tels boucliers. C'est en ce sens que le bouclier humain est fondamentalement une politique de vulnérabilité. Dans notre ouvrage intitulé « Bouclier humain », Perrugini et moi avons affirmé que l'histoire des boucliers humains est indissociable de l'histoire de l'humanité. Nous avons montré par exemple comment la racialisation des boucliers humains a évolué au fil des années, révélant qu'autrefois seuls les Blancs pouvaient devenir des boucliers humains, car ils étaient les seuls à être considérés comme étant pleinement humains et à pouvoir être présentés comme des civils méritant protection. Donc ici, quand on regarde Charleston, nous avons étudié aux États-Unis le siège de Charleston. Et Charleston était une ville du Sud, majoritairement noire, avec beaucoup de femmes et d'enfants, mais les seules personnes qui ont été considérées comme des boucliers humains dans les échanges entre les généraux à l'intérieur de Charleston et ceux qui étaient à l'extérieur, c'étaient les officiers militaires qui avaient été capturés par les troupes du Nord et qui étaient aux arrêts dans des maisons de Charleston. Donc c'était des officiers blancs qui étaient considérés comme des boucliers humains. Nous avons lié cette observation à ce que Magritte et d'autres ont dit pour expliquer que les civils non blancs des colonies pouvaient être tués pendant les conflits armés sans que cela ne constitue un crime. Ce n'est en fait qu'après la décolonisation
lorsque les anciens colonisés ont été admis dans la grande famille des nations, que les civils non blancs ont pu devenir des boucliers humains. Notre analyse empirique montre cependant qu'après la décolonisation, les armées occidentales ont commencé à présenter les civils non blancs qu'elles avaient tués comme des boucliers humains, qu'ils aient ou non été réellement des boucliers humains. Si l'on devait colorer une carte du monde en utilisant des nuances plus foncées pour les pays où les accusations d'utilisation de boucliers humains ont été plus fréquentes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors des pays tels que l'Afghanistan, l'Irak, le Liban, les territoires palestiniens, le Sri Lanka, la Syrie, le Vietnam et le Yémen seraient les pays qui ressortiraient le plus. De nombreux experts juridiques et militaires expliquent la concentration des accusations d'utilisation de boucliers humains dans ces pays et consiste à souligner que les boucliers humains sont déployés à un rythme plus élevé dans les conflits armés asymétriques entre des puissantes armées avec de hauts niveaux de technologie et des combattants irréguliers, car ils constituent l'arme préférée des faibles. Selon les experts, les rebelles et les terroristes du Sud utilisent de plus en plus les boucliers humains pour se protéger des technologies de surveillance de pointe et des drones armés et des nouveaux systèmes d'armes. Cependant, notre reconstruction historique de l'utilisation des boucliers humains suggère que l'histoire est beaucoup plus complexe que cela, notamment parce que les teintes les plus foncées sur la carte que je viens de vous proposer correspondent aux populations à la peau foncée. Le fait que pratiquement toutes les invocations de boucliers humains soient liées à des civils non blancs dans les anciennes colonies montre à quel point les figures du sujet colonial racialisé et de boucliers humains sont inextricablement liées. Ainsi, une autre façon d'interpréter la carte est de dire que les accusations de boucliers humains par les puissants servent à repousser l'intégration des anciens colonisés dans l'ordre juridique international et constituent un outil pour les armées haute technologie afin de justifier le massacre d'un grand nombre de civils dans les anciennes colonies. Dans notre livre, nous avons ensuite montré que les efforts visant à présenter les civils comme des boucliers humains se sont généralisés après que les États-Unis ont lancé leur guerre sur le terrorisme. J'aurais beaucoup aimé vous en dire plus sur les boucliers humains, mais revenons à Gaza. Commençons par le fait que, en habillant les civils palestiniens avec des uniformes de l'armée israélienne, Al Jazeera et Haaretz ont rapporté comment les troupes israéliennes ont enlevé des civils palestiniens, les ont habillés avec des uniformes militaires, ont fixé des caméras à leur corps et les ont envoyés dans les tunnels ou dans des bâtiments pour protéger les troupes israéliennes. Il est certain que l'utilisation de boucliers humains par Israël n'est pas nouvelle. Cependant, les Palestiniens qui ont été utilisés comme boucliers lors des précédentes vagues de violence portaient toujours des vêtements civils et pouvaient donc être identifiés en tant que civils. Une fois encore, la visibilité de leur statut de civil vise à dissuader les combattants palestiniens d'attaquer ou de tirer, et c'est au cœur de la logique constitutive des boucliers humains, telle qu'elle est traditionnellement comprise. C'est précisément la reconnaissance de leur vulnérabilité et du fait qu'ils sont des compatriotes palestiniens qui est essentielle à l'efficacité supposée des boucliers humains et à la possibilité que la dissuasion fonctionne. En arrêtant arbitrairement les civils palestiniens, y compris les jeunes et les personnes âgées, et en les habillant en tenue militaire avant de les forcer à marcher devant les soldats, les troupes israéliennes violent non seulement la disposition légale interdisant l'utilisation de ces boucliers humains, mais aussi les dispositions qui traitent de perfidie et interdisent aux parties belligérantes d'utiliser des unités
uniforme des parties adverses lors d'attaques afin de protéger, favoriser, défendre ou entraver les opérations militaires. Voilà, que voyons-nous? En fait, 2 crimes de guerre en une seule action. Pourtant, la perfidie modifie radicalement la logique du bouclier humain. Au lieu de mettre en évidence la vulnérabilité des civils palestiniens, l'armée israélienne dissimule délibérément leur vulnérabilité. Les troupes israéliennes les déploient en tant que boucliers, non pas pour dissuader les combattants palestiniens de frapper les soldats, mais plutôt pour attirer les tirs et ainsi révéler l'emplacement de ces combattants, ce qui permet aux troupes israéliennes de lancer une contre-attaque et de tuer les combattants. Le traitement réservé aux civils palestiniens illustre clairement le lien établi par Aimé Césaire entre le colonialisme et la réification des colonisés. Effectivement, il révèle comment l'armée met en œuvre l'affirmation raciste de l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, selon laquelle nous combattons des animaux humains, exposant ainsi comment, pour les soldats israéliens, les Palestiniens sont soit des proies, ou des appâts, ou des animaux, donc de la chair à canon. À l'instar de chasseurs qui utilisent de la viande crue pour attirer les animaux qu'ils veulent capturer ou tuer, les troupes israéliennes utilisent les civils palestiniens comme s'ils étaient de la chair à canon, dont la fonction est d'attirer la proie du chasseur. Les civils palestiniens deviennent donc des choses lorsqu'elles sont transformées en chair nue. Mais pour être transformés en chair nue uniquement, ils ont déjà dû subir des processus de racialisation qui les constituent en tant que non-humains. Cette racialisation explique pourquoi, pour les Juifs israéliens, l'expulsion des Palestiniens de l'humanité semble à la fois et méritée et naturelle. Au lieu d'utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains, les nouvelles pratiques d'Israël les transforment en boucliers nus ou inanimés. Avant de continuer et de passer à la deuxième différence que nous avons observée à Gaza, c'est-à-dire la transformation quasiment de toutes les structures civiles en surface comme structure de protection, nous devons faire cependant un petit détour, et ceci pour parler de la façon dont le droit international humanitaire définit les cibles légitimes. Quand on parle de bouclier humain, la plupart des personnes pensent à des humains qui se portent volontaires ou des personnes qui sont forcées ou contraintes à devenir des boucliers humains. C'est le cas de ce que vous voyez à l'image. Le Comité international de la Croix-Rouge, quant à eux, affirme par exemple que le terme « bouclier humain » ça décrit une méthode de guerre où la présence de civils, ou bien où le déplacement de la population civile, que ce soit un déplacement volontaire ou involontaire, est utilisé afin de protéger des objectifs militaires contre des attaques ou afin de protéger, de favoriser ou d'entraver les opérations militaires. Nonobstant cette description, la notion de protection de bouclier dans le droit international humanitaire est en réalité beaucoup plus large. Il ne s'applique pas uniquement aux humains. Perugini et moi-même, nous avons étudié par exemple des exemples d'attaques contre les hôpitaux en zone de guerre et comment on les a décrits et comment ils ont été utilisés comme boucliers. Nous avons également mentionné les accusations de protection portées contre les écoles et des mosquées. Cependant, nous n'avons pas indiqué et nous n'avons pas développé pleinement l'importance du fait que l'accusation de protection de bouclier peut s'étendre au-delà des êtres humains et peut inclure tout objet inanimé protégé, donc des objets inanimés protégés par la loi. Le droit international humanitaire protège les civils et les structures civiles lorsque cela n'est pas justifié par des actions nécessaires militaires. Ces protections juridiques ne s'appliquent pas lorsqu'un site civil est utilisé à des fins militaires et que sa destruction offre à l'une des parties
belligérante un avantage militaire certain. À ce stade, les sites civils deviennent des objets militaires. Donc c'est un terme large et fluide qui est difficile à définir. Mais c'est un terme qui désigne ce qu'il nomme comme une cible militaire légitime. En bref, et selon le droit international humanitaire, toute structure disposant d'une fonction ou ayant une fonction militaire peut être légitimement prise pour cible, contrairement aux structures ayant une fonction civile. Cependant, une structure ayant une fonction civile peut assumer une fonction militaire. Et lorsque ça arrive, cette structure peut de façon légitime être ciblée à condition que certains principes soient pris en compte. Le droit international humanitaire, en d'autres termes, reconnaît le fait que les objets peuvent avoir un double usage. Lorsque c'est le cas, la fonction militaire, de façon générale, l'emporte sur la dimension civile. Si les sites et les structures civiles peuvent être transformés en objets militaires de manière différente, la manière la plus courante, c'est lorsqu'on les utilise comme boucliers. Ainsi, les combattants se cachent, par exemple, à l'intérieur ou utilisent ce site civil pour cacher des armes, par exemple. La militarisation des objets civils est devenue une pratique de plus en plus répandue à cause de l'urbanisation de la guerre, la transformation d'espaces urbains en champs de bataille. Et ceci dans le cadre de la très grande asymétrie de nombreux conflits actuels. Michael Schmidt, qui est avocat conservateur, souligne la difficulté d'établir une distinction entre, d'un côté, les civils et les combattants dans les guerres contemporaines, en expliquant que l'invasion américaine en Afghanistan, les groupes de guérilleros dispersés, et je cite, « il n'y avait personne qui portait d'uniforme ou d'autres vêtements distinctifs permettant une identification visuelle immédiate, ainsi que la simple position d'un groupe, d'un véhicule ou d'une autre cible mobile qui servait rarement d'indicateur fiable de son caractère en tant qu'ennemi. » Par conséquent, déterminer ce que fait une personne plutôt que son apparence, eh bien, aujourd'hui, c'est considéré comme essentiel pour déterminer ce qu'est une personne. De même, détecter l'utilisation d'un bâtiment, cela nous permet de déterminer le classement de ce bâtiment, qu'il soit considéré comme objet militaire ou civil. Voilà ici une autre image produite en 2014-2012 par le IDF pour montrer que les appartements ici dans un bâtiment sont en fait des bases de retranchement militaire. L'importance croissante de la détection des fonctions d'une personne ou d'une structure dans une zone de combat, notamment au milieu urbain, souligne le rôle essentiel joué à l'heure actuelle par ce regard militaire qui est fabriqué, regard qui est médiatisé par les interactions entre les diverses formes de technologie, d'intelligence, de renseignement, de surveillance ou de reconnaissance. Il existe toute une littérature universitaire qui nous montre les biais qui existent, qui montre que les technologies de la surveillance sont des éléments que les gens voient de plus en plus. Bon, il est important de souligner que le processus de racialisation a aidé ce regard militaire et a permis à comprendre les fonctions de civils, mais aussi de structures civiles. Ce regard militaire dépend de plus en plus d'algorithmes qui sont structurés par des normes sociales et qui évoluent beaucoup. Je ne peux pas en parler maintenant, mais les conséquences sont terribles, ont été terribles à Gaza. Dans ma recherche, quand je regarde la violence politique, j'ai montré comment ce regard militaire a cadré les sites civils et a structuré les attaques à Gaza. Cependant, l'accusation de bouclier a été invoquée, et ceci pour condamner un nombre sans précédent de structures. Dès janvier 2024, c'est-à-dire 3 mois simplement après le début de l'attaque israélienne,
La BBC nous dit qu'environ entre 144 000 et 175 000 bâtiments dans la bande de Gaza avaient été soit endommagés, soit détruits. Donc un total de 60% de toutes les structures civiles de Gaza. 20 mois après la campagne génocidaire d'Israël, les forces israéliennes avaient détruit soit partiellement, soit complètement 89% des bâtiments de Rafah, 84% des bâtiments du nord de la bande de Gaza et 78% des bâtiments dans la bande de Gaza, ou dans la ville de Gaza plus exactement. Et ça, c'était avant l'invasion de la ville de Gaza. Ce que je soutiens, c'est que même en amont ou même avant l'attribution d'une fonction militaire à une structure civile et que sa signification soit modifiée, passant d'une structure civile à une structure double usage, donc on peut attaquer, eh bien, la structure elle-même subit un processus de racialisation qui est essentiel pour rendre la crédibilité, l'accusation de double usage auprès de certains publics. Le fait est que le racisme colonialiste façonne la manière dont les soldats interprètent non seulement la fonction des civils palestiniens, mais aussi la fonction des structures civiles palestiniennes. Donc ce que l'on voit, c'est comment les colonisés deviennent une chose dans le cadre du colonialisme, alors que la chose est décrite comme si elle faisait partie d'un organisme humain. La notion selon laquelle l'espace et les structures spatiales sont racialisées, ce n'est pas nouveau pour ceux qui ont étudié ce colonialisme, puisque ces structures inanimées aussi tombent dans le cadre de ce que Patrick Wolfe appelle la grammaire organisatrice ou organisée de la race. En fait, il existe beaucoup d'études qui nous montrent que un des premiers objectifs de tout gouvernement israélien, depuis la création d'Israël en 1948, a été de judaïser l'espace que eux contrôlent. En réalité, ça veut dire la destruction des espaces palestiniens et sa reproduction en tant qu'espace juif. Quels sont les exemples de cela à Gaza ? Prenons l'affirmation suivante, qui vient du ministère israélien des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministère a soutenu que le simple fait des civils ou des objets civils aient été pris pour cible ne signifie pas qu'une attaque était illégale. Le mot en anglais « seeming », qui veut dire « apparent », est essentiel ici. L'argument est le suivant. Les maisons des Palestiniens peuvent être vues comme des maisons, des hôpitaux peuvent ressembler à des hôpitaux, les mosquées peuvent ressembler à des mosquées, les écoles peuvent ressembler à des écoles, mais en tout cas, ce regard militaire israélien nous dit qu'elles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Au contraire, le regard militaire révèle que chaque maison, en fait, est une cachette, que les hôpitaux sont des dépôts d'armes, les mosquées cachent des piliers, des tunnels, et que les écoles abritent des rampes de lancement pour les roquettes. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des cas où les civils ou les objets civils ont été utilisés à Gaza à des fins militaires. Mais Israël a inculpé et poursuivi des centaines de milliers de structures civiles. Pendant les 3 premiers mois de sa campagne, Israël a tué plus de civils et a détruit plus de sites civils que le régime de Bachar al-Assad à Alep pendant plusieurs années de combat, et plus que les forces russes en Ukraine en 3 ans. Proportionnellement, il a causé plus de dégâts que les bombardements alliés de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout en tuant des milliers de civils, Israël a aussi détruit les infrastructures civiles de Gaza. Hôpitaux, cliniques, maisons, immeubles d'habitation, centrales électriques, réseaux électriques, infrastructures d'assainissement d'eau, écoles, universités, bibliothèques, archives, mosquées, églises, terres agricoles, serres, bateaux de pêche, tous ont été ciblés.
Pour justifier de telles attaques, Israël a affirmé que le Hamas se mêlait à la population civile, que le Hamas les utilisait comme boucliers et que les groupes militants avaient également construit ce qu'on appelle ou ce qu'on estimait des centaines de kilomètres souterrains sous Gaza. Étant donné que ces tunnels étaient donc des cibles militaires légitimes, les Israéliens ont invoqué le droit international pour pouvoir affirmer que tous les objets civils et que chaque civil qui était sur le territoire de Gaza pouvait être potentiellement un bouclier humain et donc pas à l'abri de l'attaque. Et comme les civils et les structures civiles palestiniennes sont devenues des boucliers parce qu'ils étaient au-dessus de ces tunnels ou étaient près des combattants, plutôt qu'en raison d'une action qu'ils mènent ou que mènent les combattants palestiniens, ils peuvent être considérés comme des boucliers tant que les combats continuent. Il n'y a pas besoin de pouvoir d'action ou, en anglais, agency. Enfin maintenant, passons à ce que je soutiens dans la troisième partie de mon exposé. Il s'agit de l'ampleur de l'accusation de bouclier humain et son impact sur l'ordre juridique international. L'interprétation qu'Israël fait du droit de la guerre sert sa guerre génocidaire. La pensée juridique et militaire du pays s'est développée depuis 20 ans. Et maintenant, ils ont réussi à transformer tous les civils et tous les objets civils en cibles, tant et si bien que cela correspond parfaitement aux déclarations des politiques et des dirigeants et des militaires israéliens, et notamment l'affirmation bien connue selon laquelle il n'y a pas de civils non impliqués à Gaza. Du point de vue juridique, dès qu'Israël invoque les conventions de Genève pour cadrer ou qualifier de cible militaire légitime tout ce qui se trouve à proximité des combattants du Hamas ou au-dessus des tunnels, la loi elle-même est opérationnalisée, mise en œuvre comme outil de génocide. Israël, par exemple, a ciblé des centres de santé à Gaza plus de 800 fois, a frappé systématiquement 33 hôpitaux et un grand nombre de cliniques et d'ambulances, et ceci à de nombreuses reprises. Avant et après chaque attaque, Israël a évoqué les dispositions de protection pour justifier l'assaut. De même, presque à chaque fois qu'Israël tue des civils, Israël les présente comme des boucliers humains. La multiplication apparemment sans fin de ces accusations d'utilisation de boucliers humains et leur extension à l'ensemble de la bande de Gaza révèlent à quel point il est facile d'invoquer la protection. Et ceci afin d'abolir la figure du civil lui-même et par conséquent toute impossibilité pour les civils de se mettre à l'abri et d'échapper à la fureur de l'anéantissement. Le recours par Israël aux dispositions relatives aux boucliers humains, cela révèle non seulement certaines limites et des préjugés qui sous-tendent la structure de l'ordre juridique international, mais ça menace également l'architecture même de cet ordre, qui a été élaborée après la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de renforcer la vision et la résolution de la phrase bien connue « plus jamais ça ». Si les conventions de Genève après la guerre peuvent être invoquées comme le fait qu'Israël, pour légaliser des actes susceptibles de détruire un peuple en partie ou en tout, alors l'ordre international fondé sur des règles qui a été créé pour réglementer la guerre selon des principes humanitaires devient l'instrument qui permet de détruire cet ordre même. En effet, Israël mobilise les conventions de Genève pour saper ces conventions de Genève et les institutions qui les soutiennent. Son instrument de prédilection est la figure du bouclier humain. Merci beaucoup.